Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV, le journal. Dans l'actualité de ce vendredi 28 février 2020, le collectif Nyonlang a mobilisé du monde cet après-midi sur les deux voies Liberté 6, non loin du camp pénal. Les revendications restent les mêmes, la libération de l'activiste Guy Marius Sagna et la baisse du prix de l'électricité. Le basculement intégral vers la TNT est prévu au mois de juin 2020. Les chargés du projet ont fait l'annonce aujourd'hui. Une cérémonie officielle de lancement du processus de basculement au tout numérique va se tenir ce 2 mars à Mbacké. Également au sommaire, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Dakar soutient à la mesure prise par son royaume et qui suspend l'entrée des pèlerins en Arabie Saoudite à cause du coronavirus. Fahad al-Dossari estime qu'il s'agit d'une décision nécessaire et légitime. Vous l'entendrez tout à l'heure. Cette interdiction sera d'ailleurs le sujet de débat avec notre invité du vendredi, Cheikh Bamba Dioum, président du GIE Yonomaka et membre du regroupement national des organisateurs du pèlerinage et de la Omra pour le Sénégal, le Renofus. Il est aussi auteur du livre Les chemins du Hajj et tout à l'heure, il va commenter cette mesure prise par l'Arabie Saoudite, les conséquences sur leurs activités. Le développement, c'est dans un instant. Le collectif Nyonlang a encore investi la rue cet après-midi. Une forte mobilisation au rond-point Liberté 6. La libération de Guy Marius Sagna et la baisse du prix de l'électricité restent les principales revendications. Je vous propose de regarder la réaction du professeur Babacar Diop. Il est au micro de Cheikh Diop et Bachir Sow. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a inauguré aujourd'hui le nouveau commissariat urbain de Saly. Le bâtiment va aussi abriter un nouveau bureau de l'octrice pour lutter contre le trafic de stupéfiants, en plus d'une unité de sécurité touristique à Lioukan. Pour faire face à l'insécurité dans la commune de Saly, Portudal, le maire de la localité, Ousmane Gueye, a bâti sur fonds propres les locaux d'un commissariat urbain dans son périmètre communal. L'inauguration a été faite par le ministre de l'Intérieur qui explique que ce commissariat dispose d'un bureau d'octrice pour faire face au trafic de stupéfiants. Monsieur le Président de la République a bien voulu soutenir votre volonté par la création, suivant le décret 2019-1360 du 9 septembre 2019, le commissariat urbain de Saly-Portudal. En contribuant ainsi à améliorer l'offre de services de sécurité, la commune de Saly a fait passer le nombre de commissariats de police à 60 sur l'étendue du territoire national. Celui de Saly, dont le fonctionnement effectif est matérialisé par la présente cérémonie d'inauguration, aura quasiment un caractère spécial. Dès lors qu'en sus des activités classiques de sécurité, il sera doté d'un bureau de l'octrice et d'une antenne du commissariat spécial du tourisme. La commune de Saly étant une zone dont la sécurité était assurée par la gendarmerie, le ministre Aly Ngouille Ndiaye invite à une collaboration entre les policiers et les gendarmes pour assurer la sécurité des personnes. Je vous invite à travailler en parfaite intelligence et complémentarité avec la gendarmerie qui, jusqu'ici, assure parfaitement la sécurité dans l'arrondissement de Sindia. Votre présence devrait faciliter la tâche de la gendarmerie et de la police. La cérémonie a enregistré la présence des autorités locales ainsi que celle des services en charge de la sécurité de la Petite Côte.
La commune de Saly qui renforce son dispositif de sécurité pour faire face à la violence. La violence qui s'invite dans les écoles sénégalaises. Le phénomène inquiète les acteurs de l'éducation. C'est d'ailleurs un problème mondial aux conséquences préjudiciables aussi bien pour les professeurs que les élèves. Plus de vigilance, le maître mot, suivant ce reportage de Mamadou Lamine Fati. La violence s'invite encore dans le milieu scolaire. Une situation que le proviseur du lycée Limamoulaye regrette. Le grand problème des lycées, c'est qu'il y a un manque criard de surveillants. Bon, nous manquons de surveillants. Bon, mais malgré tout, nous sommes toujours à côté de nos élèves pour les sensibiliser. Ça, c'est des choses qui n'arrangent personne. Aussi bien celui qui a blessé que celui qui est blessé. L'espace scolaire est destiné à autre chose. S'il y a un seul lycée où il y a beaucoup de problèmes de sécurité aujourd'hui, c'est peut-être Limamoulaye. On ne peut l'imputer à personne. C'est parce que simplement, d'abord, nous avons une population très nombreuse d'élèves. Et nous sommes dans un environnement très difficile, marqué par la proximité avec certains milieux réputés dangereux, Marseille Boubès, Marseille Ndiarem, Tournal Baïlaï, Seni Hassan, et même devant le lycée Areba. Donc l'environnement est un environnement déjà difficile. Ce genre d'incident n'est pas nouveau dans les établissements scolaires. Cet enseignant a vécu l'expérience. Les élèves en général, bon, je peux dire, la plupart d'entre eux n'écoutent même pas les conseils qu'on leur donne. Wow. La violence vraiment a atteint actuellement un niveau vraiment très élevé. On ne cesse de les sensibiliser s'il y a des problèmes entre élèves en classe, de s'approcher des surveillants. Comme ça, ils arrivent à régler ces petits problèmes-là. D'ailleurs, j'ai un couteau avec moi, surtout dans cette porte-clés-là. Ça, je l'ai ramassé en classe. Je faisais une inspection juste après les cours, mais je l'ai trouvé sous la table. Ouais. Je l'ai ramassé, ça fait à peine 3 ans que j'ai eu ce couteau-là. Je l'ai trouvé en classe. Wow. Nouvelle génération, vraiment, j'ai eu trop de peine avec eux. Et pourtant, venir à bout de la violence en milieu scolaire n'est pas difficile, selon le proviseur du lycée Limamoulaye. Oui, non, le grand problème de l'école sénégalaise, c'est la démission des parents. Donc les parents sont sur autre chose. Ils sont derrière la dépense quotidienne, à commencer par moi-même. Bon, j'avoue que je n'accorde pas assez de temps à mes enfants. Donc il faut que tout le monde se remobilise, et surtout les parents, que vraiment, à partir de la maison même, qu'ils fassent un travail de sensibilisation pour attirer ces jeunes devant leurs responsabilités, qu'ils comprennent que le Sénégal de demain, c'est eux, qu'ils sont attendus sur d'autres activités. Des élèves qui échangent leur stylo contre des armes blanches, une situation qui devient de plus en plus inquiétante. Les parents et les enseignants sont appelés à la vigilance. Merci beaucoup Mamadou Lamine Fati pour ce reportage et nous parlons de cette décision de l'Arabie Saoudite de suspendre temporairement l'entrée des pèlerins sur son territoire pour la Umrah à cause du coronavirus. Une mesure sans précédent qui vise à protéger ses habitants de cette épidémie qui, à l'heure actuelle, est en train de faire des milliers de morts partout dans le monde. L'ambassadeur du Royaume saoudien à Dakar, Fahad El-Dossari, en a parlé aujourd'hui. Il estime que cette mesure est tout à fait légitime, compréhensible et elle est nécessaire avant que le pire ne se produise. Mamadou Guekassé et Moussa Fall nous font le point. La suspension provisoire de l'entrée sur le territoire saoudien est la mesure idoine qu'il fallait prendre. C'est un lieu qui regroupe toutes les nationalités et tous les musulmans de toutes sortes. De préserver la santé de tous les musulmans qui arrivent sur les lieux saints, on a décidé, le gouvernement de l'Arabie Saoudite, d'arrêter temporairement les visites et les visas pour le Umrah. Le point sensible de l'arrivée d'un seul pèlerin
qui arriveraient sur le lieu de Liu-Sang, ils pourraient vraiment atteindre à tous les musulmans qui sont sur le lieu. La santé du peuple saoudien et celle des pèlerins priment surtout, même sur l'économie. D'ailleurs, elle ne partira pas à cause de cette mesure. L'Arabie saoudite met en considération en premier les pèlerins et leur santé et leur sécurité avant toute autre mesure économique ou quoi que ce soit. Bien compris que c'était à propos des visas touristes arrêtés, et spécialement des pays qui sont concernés et touchés par le virus corona. Contrairement au Hajj, la Umrah s'effectue à n'importe quelle période de l'an. Justement, si la maladie de coronavirus persiste, cette mesure touchera-t-elle le Hajj? L'ambassadeur préfère rester optimiste. Il pense que d'ici là, il y a de fortes chances que le coronavirus soit endigué. Mamadou Gueye, c'est un autre événement que le Sénégal s'apprête à accueillir, le Kazu Rajab, le Magal, qui commémore la naissance de Serigne Fallou Mbacké, qui est prévu le 22 mars prochain à Touba. Touba qui se prépare activement à accueillir quelques milliers de fidèles. Le préfet de Mbacké a donné toutes les assurances pour une organisation réussie. Gorandaklo et Thierno Faye pour le compte-rendu du comité local de développement. Touba s'apprête à commémorer le Kazu Rajab en comité local de développement. Le préfet du département de Mbacké rassure et annonce que toutes les mesures seront prises pour un bon déroulement de cet événement religieux. Les accompagner pour que véritablement tout ce qui peut être risque du point de vue de la protection civile, que ces risques-là soient, si on ne peut pas les effacer, mais que ça soit largement amoindri. Et c'est ce que souhaite effectivement ici le comité d'organisation et également nos chers guides religieux, donc qui sont derrière ce comité d'organisation et qui les orientent dans le sens donc d'arriver à l'organisation d'une manifestation qui puisse satisfaire tout le monde. Une décision magnifiée par le comité d'organisation du Magal de Kazu Rajab. Serigne baa ngi sant ci li nga xam ne weesu na muy at yi weesu ku ne xam na ne matale moom yàlla rek moo ko def waaye nag yéen a ngi def seen kem kattan. Le khalife de Serigne Mohamed El Fadel vous félicite de l'engagement que vous avez pris et ce qui reste c'est de prier pour que l'événement se passe très bien. Borom kattan nañ nu ba ni nga xam ne am nañ yéene defe ko noonu nu defe ko noonu te yàlla may ñu teew ko at yu bari lool ànd ak jàmm ak salaam. Ainsi, le président du comité d'organisation annonce également le thème choisi pour cette énième édition du Magal de Rajab. Ren nag sët yi ak comité d'organisation bi tànn tomb boo xam ne mooy jàmm ku ne xam ne ne jàmm ci la lépp xaj jàmm ci la lépp nekk. L'islam traduit la paix. L'islam ne rime pas avec la violence. Et tout le monde sait que Serigne Mohamed El Fadel ne voulait que la paix et la joie des peuples. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout un chacun doit œuvrer pour préserver la paix. ñuy def at mu jot ñu tànn benn tomb ci ak dundam waxtaane ko ren nag ñu tànn tomb boobu. Prévu le 22 mars prochain, le Magal de Rajab marque la naissance du deuxième calife du père fondateur du mouridisme qui a dirigé le Khilafa de 1945 à 1968. C'est l'un des titres de cette édition. Le basculement intégral vers la TNT sera effectif en juin prochain. Une annonce faite par les acteurs en charge de ce projet de transition. Ils ont fait le point aujourd'hui devant la presse. Le compte-rendu est signé Adam Assar et Souleymane Meng. Lancé en 2014, le processus de transition de la diffusion analogique vers celle numérique, entamé depuis lors, devra être mené à terme au plus tard au mois de juin prochain. Qui parle de basculement vers le numérique parle d'abord de qualité du signal. Déjà à l'heure actuelle, en tout cas pour ceux qui sont à Dakar et dans d'autres régions, peuvent constater déjà de la nette amélioration de la qualité de l'image et du son. Ensuite, il faut voir qu'avant, il n'y avait pratiquement que la RTS qui était présente sur quasiment l'ensemble du territoire. Quasiment. Et donc, c'était rare de voir d'autres chaînes de télévision à l'intérieur du territoire. Aujourd'hui, vous pouvez regarder 17 chaînes de télévision en excellente qualité son et image
sur l'ensemble du territoire. Pour le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Babacar Diagne, le véritable défi pour les chaînes de télévision sera le contenu. Le contenu de notre programme est un problème essentiel et qui se posera de plus en plus. En fait, c'est là que sera la compétition. La compétition désormais, puisque les chaînes sont à égalité, il n'y a plus de petites, de grandes chaînes. Toutes les chaînes sont vues de Saria, de Dakar à Fongolémi. Donc, le problème de fond sera le contenu de notre programme. Et je pense qu'effectivement, c'est là qu'il ramène le curseur. Et c'est une question éminemment importante. Du côté de TDS Télévision du Sénégal et de son partenaire technique, le groupe Excaf Télécom, tout est fin prêt pour le basculement en juin prochain. Pour le nombre de décodeurs, d'ici au mois de juin, date où nous pensons sérieusement que l'ensemble du processus sera terminé, où il y aura au moins 1 300 000 décodeurs au sol. L'ensemble des foyers, en tout cas, seront fournis. Il n'est pas établi que c'est un nombre qui est figé. L'intérêt pour nous, c'est que partout où il y aura un besoin, que le décodeur puisse être accessible. À noter que la cérémonie officielle de lancement du processus de basculement au tout numérique se déroulera le 2 mars prochain à Mbacké. Femmes à la une, un projet qui sera bientôt lancé au Sénégal. À travers cette initiative, l'Institut EGICOM et l'Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, veulent conjuguer le paysage médiatique sénégalais au féminin. En prélude au lancement, nos reporters ont assisté à un atelier qui a été organisé sur la question. Bintaba et Moussa Fall. Le paysage médiatique sénégalais doit aussi se conjuguer au féminin. Les femmes doivent de plus en plus être des actrices majeures dans les médias. Le plus difficile, ce n'est pas de ne pas tendre le micro, de ne pas donner la parole à des femmes. Le plus difficile, c'est de trouver des femmes ressources qui acceptent de parler aux médias, qui acceptent de partager leur vécu, leur expérience aux médias. Et dans ces situations, le journaliste étant confronté à des difficultés pareilles, se tournera naturellement vers un homme. Au Sénégal, les femmes sont bien présentées dans les rédactions. En parlant de la présence des femmes dans les médias, je pense qu'il y a une dimension qualitative. Est-ce que les femmes qui sont présentes dans les médias sont bien formées, sont de bonnes professionnelles pour féminiser au même titre que les hommes? Je dirais oui. Je dirais simplement qu'à l'école de formation, on forme des journalistes. On ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme. Des pistes de solutions ont été aussi proposées. La formation des journalistes, donc que les journalistes soient formés, si on peut l'appeler le journalisme sensible aux gens, ou en tout cas à mieux couvrir les questions qui sont liées aux droits des femmes. Mais au-delà de cette formation des journalistes, il faut une révision du mode de socialisation ici au Sénégal. Femmes dans les médias, images, représentativité et niveau de responsabilité dans les organes de presse. Le thème de ce panel veut encourager les jeunes femmes journalistes à occuper massivement les médias. Et cette bonne nouvelle pour les habitants de Pal dans le nord du Sénégal. Vous n'aurez plus besoin désormais de vous déplacer jusqu'à Saint-Louis ou Louga pour solliciter des services de radiologie. L'ONG Mercus Mundi a doté d'un appareil de radiologie flambant neuf au poste de santé de Pal. Correspondance Momar Alisnian et Aledjam. Le village de Pal dispose désormais d'un service de radiologie. Grâce à l'appui de Medicos Mundi, les populations ne sont plus obligées de faire des kilomètres pour se faire ausculter. Ça va aider les populations parce qu'en quelque sorte, sur un rayon de 40 km, il n'existe pas d'appareil de radiographie. Si vous êtes traumatisé, vous voulez faire une radio de la jambe, une radio du pied ou bien une radio des poumons, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut se déplacer jusqu'à Louga ou jusqu'à Saint-Louis. Maintenant, avec la disponibilité de cet appareil de radio, on n'a plus besoin de faire un rayon de faire une distance de 40 km. Ou bien si c'est vraiment urgent, on n'a plus besoin de se déplacer, de traumatiser le malade davantage. On n'a qu'à venir juste au centre de santé de Pal pour bénéficier d'un service de radiologie de qualité. Profitant de la présence des autorités à la cérémonie de réception de ce don, les populations de Pal ont interpellé ces derniers
sur d'autres préoccupations dans le domaine sanitaire. Donc des doléances ont été faites. Je dis que ce sont d'anciennes doléances quand même, parce qu'ils ont parlé d'ambulances médicalisées. Et là, j'interpelle directement le ministre de la Santé, mon frère Abdoulaye Diouf Sarr, de pouvoir porter une oreille attentive à cette vieille doléance. Et ça, je pense qu'il va le faire, parce que cette année-ci, on est passé de budget moyen au budget programme. Et ça, je pense, ça répond à l'appel du président de la République. Et le docteur Sarr vient de le dire tout à l'heure, tout de suite, parce que la santé maintenant, c'est une priorité. Et c'est un des axes majeurs du PSO. Accès aux soins, donc pour tous. Le poste de santé de Bâle a profité de cette cérémonie de réception de dons pour rendre un hommage mérité à ses agents partis à la retraite. Et c'est l'heure de recevoir notre invité du vendredi, cher Bamba Djoum. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du GIE Yonou Maka. Vous êtes également membre du RENOFUS, le regroupement national des organisations du pèlerinage et de la Oumma pour le Sénégal. Vous êtes aussi auteur du livre Les chemins du Hadj. Alors, même si la décision est encore temporaire, l'Arabie Saoudite a quand même décidé de suspendre les entrées dans le royaume pour réaliser la Oumra, notamment à cause du coronavirus. Quel commentaire sur cette décision? D'abord, je préciserai que la décision, elle est provisoire. Oui. Voilà, donc il faut dire qu'à la limite très provisoire, parce que c'est une décision que nous trouvons tout à fait normale et légitime. D'ailleurs, comme l'a dit ce matin l'ambassadeur, et donc je le répète, c'est une décision légitime, hein, et qui se justifie. Bon, dans la mesure où c'est tout simplement pour sécuriser le pèlerinage. C'est tout simplement pour prendre les dispositifs nécessaires afin de mettre les pèlerins du Hajj comme de la Oumra dans les meilleures conditions. Mais avant les pèlerins, il y a les Saoudiens. Non, il y a les Saoudiens, il y a les pèlerins. Vous voyez, on ne peut pas les dissocier. Parce qu'on ne le souhaite pas. S'il y a des problèmes, ce sera aussi bien les Saoudiens que les pèlerins qui sont là-bas. Hein? Donc c'est un tout. Et nous souhaitons qu'il n'y ait pas de problème. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont pris cette décision très temporaire, n'est-ce pas, de suspendre la Oumra, juste pour quelques jours. Hein. Et là, c'est uniquement pour prendre les mesures nécessaires de sécurité pour permettre, dans un très court délai, de rouvrir, de permettre à nouveau la Oumra et de permettre en même temps aux pèlerins qui vont venir pour la Oumra comme pour le Hajj d'être dans de bonnes conditions sécuritaires pour être pris en charge. Mais étant donné que jusqu'à présent, il n'y a vraiment pas de remède contre le coronavirus, sa propagation n'est pas contrôlée, n'est pas contrôlable non plus. Si on se mettait dans un contexte où cette suspension n'était pas levée dans 15 jours, comme vous l'avez dit, quel impact cela pourrait avoir sur votre activité? Non, vous savez, déjà présentement, il y a un impact. Parce que comme c'est une décision pour la Oumra, il y a déjà des privés qui étaient en train d'organiser la Oumra. Hein. Oui. Il y a des gens qui étaient prêts dans une semaine pour partir faire la Oumra. Donc les premières conséquences, c'est par rapport à ça. Donc ces gens-là ne pourront pas partir dans une semaine. Nous allons prendre acte, alors qu'il y a des dépenses qui ont été effectuées. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ces dépenses? Non, on va les gérer parce que nous savons que c'est temporaire. On va tout simplement reculer parce que c'est une décision qui vient de l'Arabie Saoudite. Donc nous savons qu'il y aura de la compréhension aussi bien de l'Arabie Saoudite que des pèlerins, juste pour reculer un peu l'échéance. Nous sommes sûrs que c'est une décision très provisoire, contrairement à beaucoup qui pensent que ça peut... Non, oui, si elle devait se poursuivre jusqu'au Hajj, par exemple. Non, ça ne peut pas se poursuivre. Pourquoi? Je vous ai dit que c'est des décisions prises de façon autonome par l'Arabie Saoudite pour mettre en place les dispositifs qui vont permettre tout simplement de gérer à court terme les pèlerins qui vont venir. C'est-à-dire, au lieu de laisser la porte ouverte comme un peu avant, maintenant, dans la mesure où on est sûr que le virus circule un peu partout, ils sont en train... Comment? Et c'est le cas. Oui, c'est ça, c'est le cas. C'est le cas aussi au Sénégal. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, à l'image du Sénégal, l'Arabie Saoudite se prépare. Parce que nous avons nos foules, les Magal, etc. C'est le cas en Arabie Saoudite. Il faut protéger les futurs pèlerins. Et c'est le cas. Il ne faut pas laisser la chose ouverte comme ça.
je vous ai dit que dans une semaine ou dans 15 jours, il y aura suffisamment d'outils, n'est-ce pas, pour prendre en charge les éventualités. Vous êtes absolument sûr non, de ça? Non, je suis sûr de ce que je dis, je ne vais pas entrer dans les détails. Et je sais que ce n'est pas une mesure définitive, non. C'est juste pour, dans un très court terme, pour pouvoir prendre en charge les pèlerins. Il y a des dispositifs. Hein, je ne veux pas entrer carrément dans le détail. Si, vous devez entrer dans les détails, parce que moi, j'aimerais comprendre en fait pourquoi vous êtes si sûr que cette décision est temporaire. Je suis sûr que le problème est temporaire parce que tout simplement, l'Arabie Saoudite se prépare à mettre les moyens pour accueillir les pèlerins et prendre en charge ceux qui seraient éventuellement malades, sans pour autant qu'ils puissent, n'est-ce pas, influer sur les pèlerins qui n'ont aucun problème de santé. C'est uniquement dans ce sens-là. Et là, donc, je vous dis que sous très peu, ils vont réouvrir la Umrah. Et ce problème n'affecte nullement le pèlerinage. Mais moi, ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que pourquoi, sur quelle base vous dites que cette décision n'est pas temporaire? Peut-être que elle est temporaire. Peut-être que c'est juste une manière de calmer les tensions, de calmer les ardeurs, mais il n'y a toujours pas de remède contre le coronavirus. Non, il n'y a pas. Et actuellement, tous les pays du monde se braquent. Non, ça c'est vrai. Mais n'empêche, ce qui est valable en Arabie Saoudite l'est chez nous. On n'est pas plus en sécurité en étant, encore une fois, au Sénégal qu'en étant en Arabie Saoudite. Et il faut aussi remarquer que l'Arabie Saoudite, hein, ça il faut se le dire, est un pays qui a un haut plateau médical. Ils sont très bien équipés. Ils sont très bien équipés et ils ont aussi l'expérience qu'il faut. Si vous lisez mon livre, vous savez que ça c'est epsilon par rapport aux cas de maladies qui ont eu à secouer le pèlerinage. Donc eux, ils sont très bien préparés pour faire face à tous les fléaux. Et là, je vous dis une chose, ce que les gens ne savent pas, présentement, le seul problème avec le coronavirus, c'est une nouveauté. C'est pourquoi on l'appelle nouveau coronavirus. Mais le coronavirus existait. Hein? Mais les ravages du paludisme sont plus graves. Les ravages de la grippe sont plus graves. Il y a une grippe asiatique. Vous savez, chaque année quand nous allons... Sauf qu'il y a des vaccins. Oui, mais attends, je vous dis, hein, qui ne sont pas très efficaces. Hein, le paludisme, oui, mais il n'y a pas de vaccin. Ce n'est même pas comparable. Le paludisme, il n'y a pas de vaccin hein, pour le paludisme. Hein. Voilà. Voilà, le paludisme, il n'y a pas de vaccin. Et nous gérons le paludisme. Hein, ça ne nous empêche pas de vivre. Donc, encore une fois, il faut que les gens reviennent un peu au calme. Il faut que les gens reviennent un peu à la sérénité. Il n'y a pas de péril en la demeure. Le Hajj n'est pas menacé. J'ai lu beaucoup de titres ce matin dans la presse, oui, le Hajj menacé. Bon, en fait, c'est ceux qui ne savent pas qui le disent. Le Hajj est loin d'être menacé. L'essentiel, c'est de sensibiliser la population pour qu'on prenne toutes nos précautions. Non seulement pour le Hajj, mais pour bien vivre même au Sénégal. Sensibiliser tout le monde, les futurs pèlerins. Il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est d'être régulièrement propre, d'avoir les mains propres, de prendre les dispositifs sur le plan national. Mais il ne faut pas s'alarmer, ça encore une fois, je le dis, et cette décision-là ne concerne que temporairement la Umrah et pas le pèlerinage. Il y a l'Indonésie qui a demandé une dérogation pour que ces pèlerins puissent entrer en Arabie Saoudite et effectuer la Umrah. Est-ce que le Sénégal pourrait éventuellement bénéficier de privilèges diplomatiques? Non, vous savez, je ne sais pas pourquoi l'Indonésie demande une dérogation. Mais moi, je trouve que personnellement, si cela ne dépendait que de moi... Peut-être parce que vous êtes convaincu que la mesure sera levée dans 15 jours. Non, mais moi, je suis certain. Et moi, je me suis dit que si j'étais à la place des autorités, je n'allais pas demander de dérogation. Parce que c'est tout simplement des mesures provisoires pour sécuriser les pèlerins, ceux qui font aussi bien le Hajj que ceux qui font la Umrah. Ça ne va pas durer. Le Sénégal s'apprête aussi à accueillir des rassemblements. Il y a l'appel de Yoff, il y a le Kazou Rajab, il y a aussi Porokhane. Est-ce que le Sénégal ne devrait peut-être pas s'inspirer de ce modèle-là, de l'Arabie Saoudite, pour protéger sa population quand même? C'est-à-dire interdire l'entrée, disons, des gens qui viendraient de l'extérieur. Oui. C'est pas ce que vous voulez dire. Si. Bon, ça peut être un modèle, hein. Ça peut être un modèle, mais il faut être prudent quand même, hein, parce que surtout, c'est un peu le contraire. Parce que là, ce sont des nationaux qui vont venir. Donc, il faut un peu plus de prudence. Il est très difficile de demander aux nationaux de ne pas venir. Là-bas, ce sont des étrangers qui vont le pèlerinage. On peut prendre cette mesure sécuritaire, qui est à la limite salutaire. Mais maintenant, pour le cas du Sénégal, le Magal, etc.,
Bon, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est de sensibiliser les gens. Mais s'ils doivent venir d'un pays qui est actuellement infecté? Non, c'est ça le problème. Hein. C'est pourquoi je dis qu'il faut sensibiliser. Parce qu'il y a des gens qui vont venir, non pas pour le Magal, hein, mais qui viennent naturellement. Ils ont fait 5 ans en Italie, ils devaient rentrer. Donc je me suis dit que là, c'est une autre dimension que l'État devrait gérer. On ne gère pas des nationaux de la même façon qu'on gère des étrangers. Donc c'est une question étatique. C'est l'État qui doit réfléchir sans être rigide. Et vous êtes très optimiste. Merci beaucoup, cher Bamba Djoum. Je rappelle que vous êtes le président du GIE Yonomaké. Vous êtes également membre du Renofus, le regroupement national des organisateurs, des organisations du pèlerinage et de la Oumra pour le Sénégal. Et vous êtes auteur du livre Les chemins du Hadj. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la régie. Le retour des infos à minuit. Djoukif Ribari avec Oumou Khairi Bass. Bonsoir.